Un autre navire de guerre russe a coulé. Sensation, le Sparta à Novorossiysk. Les partisans ont paralysé la voie ferrée dans la région de Louhansk. La logistique des occupants s'est effondrée. C'est quelque chose. Un chatbot ukrainien a convaincu un groupe de soldats russes de se rendre. Quelque chose commence. La Moldavie a appelé l'Ukraine à déployer des troupes à la frontière avec la Transnistrie. Les forces armées ukrainiennes ont percé la ligne de défense près de Ouliaïpol. Les Russes fuient. Il faut voir ça. Le Kazakhstan expulse massivement les déserteurs russes vers leur pays et a déclaré la guerre à l'opposition russe. Brillante opération spéciale du SBU. Les Russes reçoivent de l'aide humanitaire piégée avec des explosifs. Des centaines de morts. Le karma en action. Les Russes à Dubaï souffrent des drones Shahed iraniens et supplient Poutine de les sauver. Zelensky est en panique. Le boxeur Oleksandr Usyk a annoncé qu'il se présentait à la présidence. C'est du grand n'importe quoi. L'équipe nationale ukrainienne s'est vue interdire de participer aux Jeux paralympiques avec des tenues arborant la carte de l'Ukraine. Bonjour, je m'appelle Karina Klichoun et tout de suite, l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus de vues sur les vastes étendues de YouTube. Pendant ce temps, les occupants ont perdu un autre navire de guerre russe. D'après ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, il s'agirait probablement d'une frégate de la classe Admiral Grigorievitch, un porte-missile calibré. Les analystes de Krimsky-Veter l'ont identifié grâce à des images satellites après l'attaque de Novorossiysk. Rappelons que la veille, les forces de défense ont frappé le terminal pétrolier de Tchechkaris et la base navale de Novorossiysk. Un incendie de grande ampleur a été constaté sur le site. Cette information a été confirmée par l'état-major général. Il s'agit de l'un des plus grands complexes pétroliers du sud de la Russie qui approvisionne en carburant les groupes russes combattant contre l'Ukraine. Eh bien, que puis-je dire? En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis l'Europe, le Kazakhstan, la Moldavie et même les États-Unis. Nous, les Ukrainiens, vous remercions pour votre soutien et sommes fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir. Et nous continuons pour l'instant. La suite est la plus intéressante. Et maintenant, passons aux nouvelles du front. Les forces de défense ont stabilisé la situation dans la direction de Goulaïpol. Des actions de contre-attaque sont en cours. C'est ce qu'a rapporté la Garde nationale. Actuellement, dans ce secteur, une forte intensité des combats est enregistrée chaque jour. L'ennemi a tenté de reprendre l'initiative et d'élargir la zone grise. Cependant, les unités ukrainiennes ont réussi à stabiliser la situation. Tout d'abord, on constate que la direction de Goulaïpol s'est activée. Et l'ennemi aussi. Bien que l'on pensait que le rythme des affrontements était relativement faible ici, ces derniers mois, l'ennemi a tenté de miser sur des avancées soudaines, la prise de localité et une progression à Goulaïpol. Même lorsque l'ennemi a tenté de prendre l'initiative, de créer les conditions pour élargir la zone grise et lancer des offensives, les forces de défense ont réussi à mener efficacement des actions de recherche et de frappe, stabilisant la situation sur ces secteurs, y compris dans la direction d'Alexandrovsk, ainsi qu'à mener des actions de contre-attaque. Le représentant de la Garde nationale, Ruslan Muzishuk. Les forces de défense ont repoussé l'ennemi près de 5 localités dans la direction d'Alexandrovsk. Selon Deep State, l'ennemi a été repoussé près de Zlaoda, Novorihorivka, Stepnov et Sternov dans la région de Dnipropetrovsk. Novorihorivka dans la région de Zaporizhia. Mais ce n'est pas tout. Des informations sont apparues en ligne selon lesquelles les forces de défense ukrainiennes ont attaqué l'usine de réparation aéronautique de Patoria, l'usine de réparation aéronautique, le résultat de l'attaque sur les images. Pendant ce temps, le mouvement partisan Atesh a paralysé la voie ferrée clé à Louhansk. Il s'agit de la principale ligne reliant la Russie à Louhansk et menant vers la direction de Pokrovsk. C'était en fait la seule route stable pour livrer du matériel, du carburant et des munitions. Après le sabotage, le trafic s'est arrêté, les entrepôts sont bloqués, les horaires sont perturbés. Les occupants sont obligés de gérer les trains manuellement, ce qui a fortement réduit la capacité de passage.
En conséquence, les livraisons vers la direction de Pokrovski sont interrompues et les itinéraires alternatifs sont surchargés. Et maintenant, un peu d'humour. Une opération spéciale unique des Russes. Des images sont apparues sur Internet montrant 3 occupants essayant d'éteindre leur char en feu avec de la neige après la détonation des munitions. Regardez par vous-même. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et résistent à une immense horde qui les dépasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Et maintenant, la suite. Une histoire à la limite de la science-fiction. Écoutez bien, un chatbot ukrainien a convaincu 3 Russes de se rendre. Un groupe de militaires ukrainiens a mené une opération spéciale sur les ruines de Kupiansk. Comme l'écrit le journal Telegraph, les Ukrainiens étaient là pour sauver 3 Russes qui avaient décidé de se rendre aux forces armées ukrainiennes plutôt que de faire face à une mort inévitable, signalant leur volonté de se rendre via une application ukrainienne créée à cet effet. De plus, les occupants ont passé 5 mois piégés dans un immeuble à plusieurs étages. Le principe est simple. Donner aux soldats russes une chance de devenir prisonniers de guerre plutôt que d'être tués, lors de l'un des tristement célèbres assauts de chair à canon du dictateur russe Vladimir Poutine. Le journal a noté qu'avec l'aide de cette application, depuis son lancement au début de la guerre, 460 soldats russes se sont rendus. Les journalistes ont rapporté que les soldats russes décidant de se rendre établissent un premier contact via un chatbot sur Telegram. À l'autre bout de la ligne se trouve un représentant de l'équipe ukrainienne qui informe les unités opérant dans la zone. Après cela, les forces ukrainiennes vérifient soigneusement l'identité des occupants avant d'élaborer un plan pour une opération d'évacuation souvent complexe derrière la ligne de front. Que puis-je dire? Un système parfait. Likez si vous êtes d'accord. Les Russes aiment tout ce qui est gratuit, mais parfois la cupidité joue contre leur vie. Comme l'écrit Rosvankor, ils ont livré aux gars sur le front des bobines humanitaires avec de la fibre optique. Mais il s'est avéré qu'elles étaient équipées de détonateurs. Et voilà, c'est désormais bien confirmé. Voici le détonateur en question. Et en plastique. Je me demande si c'est l'œuvre du SBU ou si les Russes sont en train d'éliminer les leurs. Quelle nouvelle? Usyk arrive. Président. Le boxeur ukrainien invaincu Oleksandr Usyk a évoqué ses projets après sa retraite et a esquissé une orientation future possible. Dans l'une de ses dernières interviews, le sportif a déclaré qu'il comptait encore boxer quelques années sur le ring professionnel, puis qu'il envisageait de travailler pour l'État. Projet d'avenir. Je vais encore boxer quelques années. Je prévois de boxer encore quelques années. Et ensuite, j'ai des projets pour travailler au service de l'État. Finalement, maire de Konotop. Tu vas te présenter? Non. Regarde, en dessous du poste de président, je n'ai pas l'intention d'aller nulle part. Et que pensez-vous de ces plans ambitieux? Ceux d'Usyk? Et comment évaluez-vous ses chances de devenir président? Écrivez-nous. Eh bien, nous avons encore un autre scandale. Cette fois, c'est le Comité international paralympique qui a interdit la tenue dans laquelle l'équipe d'Ukraine comptait participer aux Jeux paralympiques d'hiver 2026. C'est ce qu'a déclaré dans une interview à Ukrinform le président du Comité national paralympique d'Ukraine, Valery Sushkevich. Selon lui, le Comité international paralympique a qualifié la tenue avec la carte de l'Ukraine de politique et en a interdit l'utilisation. C'est pourquoi notre équipe a été contrainte à la dernière minute de fabriquer un nouvel équipement. Nous avions préparé notre tenue, non, même pas sportive, mais de cérémonie pour notre équipe. Le Comité international paralympique a dit « Non, 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 cela ne va pas ». Ils ont dit que cette tenue était politique et ont affirmé que personne ne nous laisserait défiler avec une telle tenue. Cette tenue était très belle, très symbolique et exprimait très fortement son message sur le fait que l'Ukraine existe dans le monde, en Europe, avec tous ses territoires, sans occupation russe. Après Paris, cette escalade de loyauté envers la Russie s'est produite avec une nouvelle force, une nouvelle vague. Voici en fait la photo sur laquelle on voit justement cette tenue interdite. Je rappelle que les Jeux paralympiques d'hiver 2026 auront lieu du 6 au 15 mars en Italie. De plus, la veille, le Comité international paralympique a autorisé 6 athlètes russes et 4 athlètes biélorusses à participer aux Jeux sous les drapeaux de leur pays.
Ils ont été autorisés à utiliser leurs symboles nationaux et à faire jouer leur hymne national lors de la cérémonie de remise des médailles. Le Comité national paralympique d'Ukraine a annoncé que l'Ukraine boycotterait la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. En revanche, l'équipe ukrainienne ne manquera pas la partie compétitive des Jeux. Le code de l'Ukraine lors de la cérémonie d'ouverture a été soutenu par plusieurs pays, à savoir la Tchéquie, la Pologne, la Finlande, la Lettonie, l'Estonie, les Pays-Bas et le Canada. Ce qui est intéressant, de leur côté, le gouvernement italien a exprimé son désaccord avec la décision du CEIP d'autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques sous leurs drapeaux nationaux, appelant à la réexaminer. Que pensez-vous de tout ce scandale autour de la tenue ukrainienne et de l'admission des Russes et des Biélorusses à la participation aux Jeux paralympiques ? Pendant ce temps, au Kazakhstan, qui semblait pourtant anti-russe, une opposition pro-russe commence à émerger. Les cas se multiplient où des opposants russes et des détracteurs de Poutine qui tentent de se cacher au Kazakhstan sont renvoyés en Russie. À la demande des services spéciaux russes, c'est ce qui est arrivé à l'activiste russe Yulia Emelianova, contre qui une procédure pénale a été ouverte en Russie. Dans son pays, elle menait des activités politiques au sein des équipes de Navalny. Elle a commencé à être persécutée et elle s'est enfuie. Mais le tribunal administratif du Kazakhstan lui a refusé l'asile et maintenant elle risque d'être extradée vers la Russie. Une situation similaire est arrivée à Timur Turkov, âgé de 16 ans. En Russie, on a essayé de l'envoyer à la guerre contre l'Ukraine, mais il a décidé de s'enfuir. Au Kazakhstan, il a été placé dans un centre pour enfants. J'ai fui la Russie parce qu'il y a là-bas une propagande de guerre. De plus en plus de militaires apparaissent dans les rues, des gens qui ont combattu et qui sont prêts à tuer dans la vie civile pour de grosses sommes d'argent. S'il retourne en Russie, il sera également passible de poursuites pénales. Mais le tribunal veut renvoyer le jeune homme en Russie. Désormais, le Kazakhstan est devenu un refuge plutôt mauvais pour l'opposition russe. À votre avis, pourquoi ? Ce moment est arrivé. Viktor Orban perd rapidement ses positions et le pouvoir lui échappe des mains. La fin d'une amitié. Comment les États-Unis et l'Union européenne préparent-ils le coup final contre l'empire énergétique d'Orban ? Nous allons vous en parler dans ce reportage. Orban a été trop loin. L'amitié est terminée. L'oléoduc, depuis des décennies, qui acheminait du pétrole vers l'Europe, est désormais menacé. C'était le projet du siècle. Je rappelle que dans les années 70, on construisait les gazoducs de l'URSS, à l'époque encore vers l'Europe. C'est ainsi qu'on l'appelait, l'affaire du siècle, le projet du siècle. C'était la construction de ces pipelines. Aujourd'hui, il est temps de renoncer à ce projet du siècle. L'Union européenne et les États-Unis poursuivent l'éviction des ressources énergétiques russes, prévoyant un arrêt total des importations de gaz d'ici janvier 2028. Et la part du pétrole russe est déjà tombée à 3%. L'objectif stratégique de la Commission européenne reste inchangé. Mettre fin à toute importation de matières premières en provenance de la Russie d'ici la fin de l'année 2027. Le 15 avril, la Commission européenne présentera une proposition juridique visant à interdire de façon permanente l'importation de pétrole russe. Cela se produira 3 jours après les élections parlementaires en Hongrie afin que l'interdiction du pétrole ne devienne pas un enjeu majeur de la campagne électorale. L'Union européenne souhaite inscrire dans la législation l'abandon total et progressif du pétrole russe qui restera en vigueur même si un accord de paix en Ukraine conduit à la levée des sanctions européennes. La Russie perd les forces pro-russes qu'elle possède. À la fin de l'Union soviétique et au début de l'indépendance de l'Ukraine, une série italienne très populaire s'appelait Sput. Il y a une phrase célèbre dans cette série « Nos amis, ce sont seulement ceux que nous pouvons acheter ». Les amis de la Russie, ce sont donc ceux que la Russie peut acheter. Si la Russie ne peut plus acheter d'amis, s'il n'y a plus de ressources, alors la Russie n'aura en fait plus d'amis non plus. Dans le même temps, la Russie elle-même, qui tire en grande partie ses revenus du marché européen, perd son marché le plus rentable. Car que lui reste-t-il ? C'est le marché chinois. La Hongrie et la Slovaquie sont parmi les derniers importateurs de pétrole russe au sein de l'Union européenne. Les autres membres ont trouvé de nouveaux fournisseurs au cours des 4 dernières années. Selon Reuters, les livraisons de pétrole russe par la branche sud de l'oléoduc Druzhba se sont élevées à 9,7 millions de tonnes en 2025. La Slovaquie en a reçu près de 5 millions, la Hongrie un peu plus de 4. D'énormes achats de ressources énergétiques en Russie. Écoutez, en 10 mois de 2025, l'UE a payé à la Russie 26 milliards de dollars américains, autant que je me souvienne, principalement pour des ressources énergétiques. Autrement dit, d'un côté, vous dites que la Russie représente une menace pour vous, et de l'autre,
vous lui donnez de l'argent en lui achetant des ressources. Et vous pouvez acheter ces ressources ailleurs qu'en Russie, vous pouvez les acheter dans d'autres endroits. Ainsi, en réalité, vous matérialisez la célèbre citation de Lénine, selon laquelle ils pendront les capitalistes. Avec la même corde que ces capitalistes eux-mêmes leur auront vendue, la Hongrie reçoit le pétrole russe avec une réduction de 15 à 20% par rapport à ce qu'elle pourrait payer auprès d'autres fournisseurs. Les profits issus de la revente du pétrole russe bon marché au prix du marché en Hongrie ne servent pas à faire baisser les prix pour la population, merci. Mais ils sont accumulés dans l'intérêt d'un cercle restreint d'élites liés au gouvernement de Viktor Orban, affirment les experts. L'un des aspects de cette corruption, c'est lorsque l'on dit « Regardez, vous allez faire en sorte que les ressources russes passent par vous, et pour cela, vous obtiendrez ces ressources à des prix plus bas. Cette marge bénéficiaire qui en résultera ira directement dans vos poches et vous en tirerez un avantage direct que vous pourrez utiliser pour vous maintenir au pouvoir lors de vos campagnes électorales. C'est pourquoi il ne s'agit pas des intérêts de la Hongrie ou de la Slovaquie. Ce sont les intérêts d'Orban et de son entourage, ce sont les intérêts de Fico et de son entourage qui veulent gagner de l'argent sur les ressources russes en les revendant à l'Europe. Les États-Unis frappent également les ressources énergétiques russes. Cependant, pour Washington, ce n'est pas le pétrole qui est essentiel, mais le gaz. La Hongrie a déjà signé un contrat avec les États-Unis pour la fourniture de gaz en décembre dernier. Si la branche sud du gazoduc Druzhba est finalement fermée et que la Hongrie passe au gaz et au combustible nucléaire américain, cela portera non seulement un coup aux revenus du Kremlin, mais éliminera aussi les derniers leviers de chantage énergétique. La stratégie de l'Union soviétique, transmise à la Russie, consiste à rendre l'Europe dépendante d'elle par cette soi-disant aiguille gazière. Autrement dit, tout comme les toxicomanes deviennent accros à la drogue à cause de ces aiguilles, il en va de même pour le gaz. La rentabilité de l'approvisionnement en ressources depuis la Russie rend la politique européenne, disons-le ainsi, dépendante des intérêts russes. Autrement dit, la Russie se rend dépendante des ressources énergétiques de ces pays et des réformes sont mises en œuvre dans les pays européens qui restent dépendants des ressources russes. Et cela profite avant tout à la Russie. Par conséquent, quels que soient les efforts déployés par Poutine pour conserver ses alliés, il n'y parviendra pas. ET. Aux nouvelles du Moyen-Orient, l'opération des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se poursuit. L'Iran a attaqué un centre pétrolier aux Émirats arabes unis. Les médias rapportent qu'un incendie s'est déclaré dans la région de Fujairah. Ce port est l'un des plus grands centres mondiaux de stockage et de ravitaillement en pétrole. Une part importante des exportations de matières premières du Golfe Persique y transite. Comme l'écrit Bloomberg, la Chine fait pression sur l'Iran via le détroit d'Ormuz. Pékin exhorte l'Iran à ne pas entraver la navigation et à s'abstenir d'attaques sur les pétroliers et méthaniers traversant le détroit d'Ormuz afin de maintenir la continuité des livraisons d'énergie depuis la région. Tout cela parce que la Chine reste très vulnérable aux perturbations dans ce détroit. Près de 50% de ses importations de pétrole passent précisément par cette route. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a diminué de 70%. Le service de surveillance Marine Traffic montre une vidéo de l'activité des navires dans cette zone au cours des 3 derniers jours. Les attaques directes contre les pétroliers et les risques élevés ont entraîné une forte augmentation du coût de l'assurance et pratiquement l'arrêt complet du trafic. Au moins 150 pétroliers transportant du pétrole et du GNL sont restés à l'ancre en dehors du détroit. Cela pourrait affecter le commerce maritime mondial, le pétrole ainsi qu'une part importante du GNL. Les prix du pétrole pourraient atteindre jusqu'à $200 le baril. Un général du CGRI menace le monde de violentes secousses économiques après le blocage du détroit d'Ormuz. Les médias rapportent que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et a menacé d'incendier les navires qui tenteraient de passer. Les médias soulignent que la fermeture du détroit menace de bloquer un 5e des flux pétroliers mondiaux et de provoquer une forte hausse des prix du brut. Quiconque tentera de passer recevra une réponse ferme et catégorique de la part de nos courageux héros, au sein du CGRI, de la marine et de l'armée. Ne venez pas dans cette région. Ils se heurteront inévitablement à notre résistance ferme et déterminée. Nous frapperons leurs oléoducs dans la région et nous ne permettrons pas à leurs oléoducs de fonctionner dans la région. Et nous n'autoriserons pas leurs oléoducs dans la région. Nous ne le permettrons pas. La situation est telle que les Américains ont des milliers de milliards de dollars de dettes. Ils ne veulent pas du pétrole de la région. Pendant ce temps, les États-Unis ont utilisé pour la première fois un nouveau missile lors des frappes contre l'Iran. C'est ce qu'a rapporté le commandement central des forces armées américaines.
Ils ont publié une vidéo montrant le lancement d'un missile à l'aide du système de roquettes HIMARS. Il a été conçu pour remplacer les anciens MGM 140 ATA-CMS. La portée maximale du missile est de 500 km, alors que celle de l'ATA-CMS est de 300 km. La masse de la charge militaire est de 91 kg. Les cibles désignées sont les postes de commandement, les systèmes de défense aérienne, les dépôts, les aérodromes, les radars et d'autres sites hautement protégés. Le commandement central des forces armées américaines a déclaré que les États-Unis avaient détruit les 11 navires iraniens dans le golfe d'Oman lors de l'opération contre l'Iran. Des images de l'attaque contre l'un des navires ont été publiées. Nous avons coulé 11 navires iraniens. L'Iran a perdu sa flotte. Le régime iranien a pendant des décennies poursuivi et attaqué la navigation internationale dans le golfe d'Oman. Ces temps-là sont révolus. Pentagone. Le président américain Donald Trump a également fait une déclaration. Nous souhaitions mettre fin à la guerre en 4 à 5 semaines, mais l'opération contre l'Iran pourrait durer plus longtemps. Quelqu'un a dit que le président voulait faire les choses rapidement et qu'il finirait par s'ennuyer. Mais je ne m'ennuie pas. Pendant ce temps, effondrement à Dubaï, l'arrêt de l'aéroport en raison de la crise militaire coûte à l'économie $1 milliard par jour. Chaque minute d'arrêt de l'aéroport coûte environ $1 million. L'arrêt a bloqué le déplacement de plus de 260 000 passagers, chaque jour. Pendant ce temps, l'élite mondiale a commencé une évacuation d'urgence de la région. Des sociétés de sécurité privée réservent des convois de SUV pour transporter des cadres supérieurs et des hommes d'affaires. Dubai Air Riyadh. De là, l'aéroport fonctionne encore pour l'instant. Il commande des vols charters vers l'Europe. Le coût s'élève à $350 000 et des prévisions rassurantes aussi pour l'Ukraine. Comme l'écrit Politico, le président américain Donald Trump pourrait reléguer l'Ukraine au second plan à cause de l'Iran. La publication indique que l'Europe craint fortement que l'Ukraine ne sorte du champ d'attention du chef de la Maison-Blanche. Les analystes affirment qu'il sera désormais très difficile de pousser Trump à reprendre ses efforts pour contenir Poutine en Ukraine, car il vient lui-même d'ouvrir un nouveau front dans une guerre potentielle. Des drones et des missiles au-dessus de leur tête, de longues heures passées dans des abris souterrains, l'impossibilité de s'échapper de cet enfer. Des milliers de Russes venus aux Émirats arabes unis en quête de détente et de loisirs se sont retrouvés pris en otage. Des guerres qui ont éclaté au Moyen-Orient. Détail. Celle qui nous appartient en propre. Il s'agit en fait d'une toute petite parcelle de terrain, située dans un endroit assez isolé. Comment un îlot de stabilité au Moyen-Orient s'est retrouvé dans une zone de turbulence militaire? Les touristes russes le ressentent particulièrement douloureusement. Après 2022, les habitants d'Erefia ont commencé à déménager massivement à Dubaï. Ils ouvraient des comptes, achetaient des biens immobiliers, faisaient venir leurs familles. Ceux qui n'ont jamais voulu penser à la guerre, cela leur était désagréable, cela ne les intéressait pas. Ils n'avaient pas la tête à ça, ils voulaient vivre leur petite vie ou une grande vie avec beaucoup d'argent. Dubaï est un refuge bien connu pour ceux qui ne voulaient pas penser à la guerre. Et elle est venue à eux. Ce que les Russes imposent au monde entier depuis des années les a rattrapés dans le golfe Persique. À ce moment-là, il est 1h du matin, nous allons dans l'abri. Ceux qui, hier encore, disaient « Nous sommes hors de la politique, maintenant, c'est elle qui est venue à eux. » Des drones et des missiles volent, ils sont tombés juste à côté de notre maison. Nous nous trouvons dans le quartier de Panchmer à Dubaï. Et aujourd'hui, il y a littéralement peu de temps, une alerte est arrivée de la police de Dubaï, demandant à tout le monde de se cacher dans des abris, c'est-à-dire sur les places de parking, ou dans des abris anti-bombes qui n'existent pas à Dubaï. Cela n'est jamais arrivé ici auparavant. Le 28 février, Dubaï a subi l'une des attaques les plus massives. Des drones et des missiles sont tombés pratiquement au centre-ville. L'hôtel Fairmont The Palm,
sur l'île artificielle de Palm Jumeirah a été touché par les tirs. Un incendie s'est déclaré aux étages supérieurs. 4 personnes ont été blessées. Dimon, l'hôtel Fairmont est complètement en feu. Oh mon Dieu, c'est une vision d'horreur absolue. C'est vraiment terrible. Le légendaire Burj Al Arab a également été attaqué. Après l'impact d'un drone, une partie de la façade a pris feu. Ici, dans le ciel, quelque chose a brûlé à l'intérieur. Il y a du feu là-bas. Quelque chose vient de prendre feu juste derrière le Burj. Et il y a eu une très forte explosion. L'Iran continue d'attaquer Dubaï. Le travail de la défense anti-aérienne ne s'arrête pas. La ville, habituée à vivre à un rythme effréné 24 heures sur 24, s'est pratiquement figée. Les gens se cachent des frappes dans les chambres d'hôtel et dans les parkings souterrains. Le centre de Dubaï, Burj Khalifa, il n'y a presque personne. Quelques personnes se promènent, mais il n'y a pas du tout les foules habituelles. L'un des missiles est tombé à quelques mètres. Des appartements de luxe et des villas privées, où résident notamment des touristes venus de Russie. Les vitres des bâtiments ont volé en éclats et les façades ont été criblées d'éclats. Voici notre immeuble. Et c'est ici que le missile est tombé. En ce moment aussi, quelque chose vole dans le ciel. Les responsables sont arrivés. Le fonctionnement des principaux aéroports de Dubaï, Dubaï International et Al Maktoum, a été pratiquement interrompu après qu'un drone a frappé l'un des terminaux. Selon l'association des tours opérateurs de Russie, au moins 20 000 touristes russes sont bloqués aux Émirats arabes unis. Les terminaux sont fermés, nous attendons à l'entrée. Tout est calme autour de nous, nous patientons. Il y a de l'eau. Les touristes russes essaient de quitter le pays non seulement par avion, mais aussi par la mer. Les Russes achètent des billets pour des croisières, espérant ainsi contourner les restrictions aériennes et quitter la région via le golfe Persique. Cependant, cet itinéraire s'est également avéré inaccessible. En raison de la fermeture de l'espace aérien, des dizaines de touristes russes se sont retrouvés piégés à l'île Maurice, une petite île de l'océan Indien. Aux Émirats arabes unis, ils devaient prendre une correspondance pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, le consulat général de Russie à Dubaï a publié une note d'information à l'attention de ses ressortissants. Dans le contexte de l'aggravation de la situation dans la région, nous vous demandons de garder votre calme et de prendre des mesures de précaution raisonnables, indique le communiqué publié sur la chaîne Telegram du consulat. Une instruction intitulée « Comment se protéger en cas de danger lié aux drones, à l'aviation ou aux missiles » y a également été jointe. Ils ont également donné quelques conseils utiles. Nous vous recommandons d'évaluer objectivement vos capacités financières et d'être prêt à devoir payer vous-même votre hébergement. Prévoyez un budget suffisant pour au moins une semaine de séjour. Si vous êtes à court d'argent, essayez d'utiliser l'accès Internet de l'hôtel pour chercher une solution alternative d'hébergement. Et tandis qu'une partie des touristes rêvent paniqués de rentrer chez elles, d'autres continuent de profiter de leurs vacances. Comme si rien ne se passait autour d'eux. Ils bronzent sur les plages, se baignent dans la mer et construisent des châteaux de sable avec leurs enfants, sur fond de drones et de missiles qui passent au-dessus. Mais malgré tout cela, cela ne les arrête absolument pas. Vraiment pas du tout. Dubaï, qui a construit pendant des décennies son image de centre mondial sûr et stable, se retrouve désormais entraîné dans un grand conflit où même les stations balnéaires luxueuses et les gratte-ciel étincelants ne garantissent plus d'être à l'abri des conflits géopolitiques. L'ancien ministre de la Défense de Moldavie met en garde, le contingent russe pourrait devenir une base pour la déstabilisation de l'Ukraine. La présence militaire russe en Transnistrie non reconnue n'est plus un facteur gelé de sécurité pour l'Ukraine. Elle est considérée comme une plateforme potentielle pour la déstabilisation de la situation dans le sud-ouest. C'est ce qu'a déclaré l'ancien ministre de la Défense de Moldavie, Vitali Marinutsa. Selon lui, même avec des capacités limitées, le contingent russe dans la région revêt une importance politico-stratégique. C'est précisément pour cette raison que Kiev doit maintenir ses forces à la frontière avec la Transnistrie, comme mesure préventive de sécurité. Contrat d'1 an, paiement important, service sans interruption des études et passage sur budget d'État.
ou comment le Kremlin recrute des étudiants pour servir dans les soi-disant troupes de drones. Une campagne active de recrutement d'étudiants pour participer à la guerre contre l'Ukraine a commencé en janvier de cette année. Nous allons expliquer comment Moscou recrute la jeunesse et pourquoi cette campagne de recrutement d'étudiants est vouée à l'échec. Le Kremlin recrute des étudiants pour la guerre en Ukraine. Selon les informations d'Echo, les étudiants sont recrutés pour la guerre dans au moins 70 établissements d'enseignement de 24 régions, y compris la Crimée annexée. Une campagne active de recrutement d'étudiants pour participer à la guerre contre l'Ukraine a commencé en janvier. On propose aux étudiants de signer un contrat avec les troupes de systèmes de drones. Le ministère de la Défense promet des salaires élevés, la continuité du service sans interruption des études, un transfert à un poste financé par l'État et un contrat d'1 an. Tout d'abord, ces lettres, que Dieu pardonne mon bonheur, sont reçues précisément par ceux qui ont échoué à leurs examens, ou autre chose. Ce sont les premiers à recevoir ces messages du décanat ou du bureau du registraire. Signez un contrat et alors tout d'abord, vous serez affecté aux troupes de drones. Peu de gens comprennent vraiment ce que cela signifie. Et est-ce que cela est clairement indiqué dans le contrat ? Je ne parle même pas du fait que c'est un mensonge pur et simple lorsqu'ils écrivent que c'est un contrat, soi-disant pour 1 an, alors qu'en réalité, cela n'existe pas. C'est ce qu'on appelle une arnaque pour les naïfs. Autre point à prendre en compte, les étudiants sont encore assez intelligents et il est peu probable qu'ils tombent dans le piège d'une arnaque aussi directe. Oui, la promesse du ministère russe de la Défense concernant un contrat d'1 an est un mensonge, puisque les étudiants se voient proposer un contrat militaire régulier qui ne peut être résilié. De plus, le service dans les troupes de drones n'est pas garanti. Un étudiant recruté peut, par exemple, être transféré par le commandement dans l'infanterie. En même temps, les étudiants subissent des pressions. On les oblige ainsi à assister aux réunions de recrutement sous la menace de sanctions en cas d'absence. Parfois, les étudiants, surtout ceux qui ont de mauvais résultats scolaires, sont convoqués individuellement par la direction. Et lors de cet entretien, on les persuade de signer un contrat. En outre, on promet aux étudiants d'importantes primes auxquelles certains établissements ajoutent leurs propres compléments. Mais cela ne suffit pas à faire en sorte que les étudiants désireux de servir fassent la queue. Dans le cas du recrutement des étudiants, la motivation financière ne fonctionne pas. Tout simplement parce que, d'abord, les étudiants ne sont tout de même pas... Ce ne sont pas des alcooliques venus d'une province reculée. Ce sont des personnes qui ont accès à un large éventail d'informations. C'est pourquoi tout étudiant comprend que, quels que soient les montants proposés, il s'agit d'un prix pour leur vie. Et il faut reconnaître que les étudiants russes ont des questions à poser au pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de mensonges relativement flagrants où la signature d'un contrat avec le ministère de la Défense est présentée comme le principal tremplin dans la vie. Il faut dire que le pouvoir n'a fait que du tort aux étudiants en annulant avant tout le processus de Bologne, en supprimant la possibilité pour les jeunes de partir en stage dans d'autres pays. C'est pourquoi les étudiants ont envers ce pouvoir une attitude, sinon franchement d'opposition, du moins assez critique. En signant le contrat, les étudiants recrutés entrent sous le contrôle total du ministère russe de la Défense. Et c'est un aller simple, sans droit ni garantie de survie. Et les étudiants russes le comprennent, heureusement, très bien. Et pour finir, un mot à tous les amateurs du régime du Kremlin. Une blogueuse de Kiev a déménagé en Russie. Eh bien, comme on dit, si tu aimes la Russie, il faut aussi aimer la fourgonnette de police. Amérique. Russie. Russie ou Ukraine ? Russie. Russie ou Biélorussie ? Russie. On choisit ? Oui. Dans quelle ville étiez-vous ? À Kiev ? Éteignez votre téléphone près de la voiture, asseyez-vous. Sinon, on va vous passer les menottes. On éteint le téléphone. Je vais d'abord appeler mon avocat. Rangez le téléphone. Que faites-vous ? Pourquoi ? Attendez, pourquoi ? Ils ont découvert qui je suis. Comment ça ? Mais elle a bien présenté son passeport. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer ici ? S'il vous plaît, je vous demande d'arrêter immédiatement ce que vous faites.